à se goinfrer des Mporg. Ça s'écrit MMMPORPG. Non. Squalala, nous sommes partis. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Nani? And also video games. I'm hearing more and more people say the level of violence on video games is really shaping young people's thoughts. Est-ce que c'est bon pour vous ? Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Des fois jeux vidéo, votre podcast qui vient redorer l'image de ces technologies tellement diabolisées. Un seul mot d'ordre, remettre les points sur les i en regardant ce que dit la science des jeux vidéo, notamment dans leur rapport avec notre santé mentale, mais pas que. Ici présent pour vous servir, Mathieu Serbet, psychologue spécialisé en neuropsychologie et grand passionné de jeux vidéo, vous le savez puisque c'est notre 3e saison, mais je ne suis pas tout seul, je suis aujourd'hui avec un invité très spécial, un confrère psychologue que je laisse se présenter. Merci beaucoup Mathieu et bonjour à tous. Donc je suis Jean-Paul Santoro, psychologue clinicien et psychothérapeute du côté de Roquebrune dans le Var, dans le sud de la France. Donc je suis spécialisé entre autres dans le numérique, donc tout ce qui va être réseaux sociaux, jeux vidéo, IA, et je suis le cofondateur et rédacteur pour psycheclick.com. Merci beaucoup et merci d'être parmi nous. Ça fait un moment qu'on essayait de faire ce petit épisode, mais on a tous les deux un agenda assez chargé. Exactement. Et là, on est prêt, on est dans les starting blocks. De quoi est-ce qu'on va parler ? Alors aujourd'hui, on va parler de Hellblade, qui est à la base un jeu sorti en 2017, je crois. Mais c'est la version en réalité virtuelle que je viens de tester là cette année, parce que je viens d'avoir récemment un casque qui donne une nouvelle dimension finalement à ce jeu qui est peu ancien, mais qui est encore bien d'actualité et qui n'a pas trop mal vieilli. Eh ben écoute, c'est parfait, je suis très, très heureux d'entendre ton avis là-dessus. Il faut savoir, pour être transparent avec les auditeurs et les auditrices, que moi j'ai pas eu l'occasion d'y jouer, j'ai pas la machine qui le fait tourner. Et donc du coup, je serais très content de savoir ce qu'on peut dire à propos de ce jeu, parce que ça reste un jeu que je conseille quand même en connaissant un peu le pitch, de quoi ça parle, dès qu'il est question de parler de jeux vidéo et de santé mentale. Et du coup, si je commence un peu avec la première question qui me vient à l'esprit, qu'est-ce que tu en as pensé de ton expérience VR? Du coup, justement, ça va être un peu particulier. Alors c'est assez sympa, on va repartir dans l'original avant de parler de la version VR, et c'était vraiment intéressant parce que c'est un jeu qui est déjà très impactant à la base, parce que comme on va le découvrir, la personne, donc l'héroïne qui s'appelle Senua, est psychotique, on va le définir, et elle a donc des troubles qui sont assez visibles, bien évidemment, pour le jeu vidéo, ils ont été mis bien en avant et bien scénarisés, et là, en plus de le voir sur un écran plat, on est dedans littéralement et ça rajoute une dimension assez particulière. Donc oui, ça a été une belle expérience et j'étais content de le redécouvrir parce que je l'avais fait finalement au moment de sa sortie il y a 8 ou 9 ans. Et du coup, ça a été quoi un peu ton impression par rapport on va dire à la représentation un peu de la psychose, hein, on est entre psychologues, au moment où tu l'as fait la première fois, du coup, est-ce que tu vois une représentation fidèle? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça a été fait? Parce que je crois qu'il y avait des gens qui étaient impliqués dans la construction du jeu. Et oui, effectivement, en fait, tout le mécanisme de gameplay qu'on va reprendre marche, entre autres, est basé sur des hallucinations auditives et visuelles. Et je trouvais que c'était assez intéressant, même si c'est un peu exacerbé, bien évidemment, pour les besoins d'un jeu. Et en fait, il y a un making-of qui est fourni avec le jeu, où on se rend compte qu'effectivement, il y a un psychiatre, Paul Fletcher, qui a été sollicité avec la Wellcome Trust Association, et donc qui regroupe des patients souffrant de troubles mentaux pour justement que l'expérience soit au plus près des symptômes des personnes. Donc l'équipe a vraiment écouté
les patients, pour essayer d'intégrer, alors du coup, beaucoup d'éléments de plusieurs personnes différentes dans le jeu, en termes de gameplay, en termes d'environnement, en termes de rendu visuel, etc., etc. Ce qui fait que du coup, c'est assez impressionnant visuellement. Alors, on l'a pas précisé, mais c'est un jeu qui est PEGI 18, effectivement, qu'on peut pas conseiller à tout le monde parce que ça peut être assez choquant dans le contenu, déjà. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on l'a pas proposé pour démarrer, mais effectivement, du coup, on le conseillerait pas à tout le monde. À des personnes adultes, dans quel cadre est-ce que tu le conseillerais? Alors c'est intéressant parce que la première chose qu'on voit dans le jeu quand on le lance, c'est un avertissement justement, en disant que ce jeu propose des représentations de la maladie mentale et que du coup il n'est pas forcément adapté à toutes les personnes. Ce qu'on voit dans le making-of, c'est qu'a priori les personnes qui ont été consultées en amont ont vu le jeu après, ont donné leur avis, l'ont trouvé plutôt intéressant et assez réaliste de ce point de vue-là. Je pense qu'effectivement, des personnes qui ne sont pas forcément stabilisées dans leurs troubles, ça pourrait être très confrontant d'une manière générale, d'y jouer seul en tout cas. Donc éventuellement, ça peut être joué en compagnie d'eux, de quelqu'un d'autre, ou voilà, en ayant justement ce recul d'avoir des interlocuteurs pour pouvoir parler de choses qui pourraient être confrontantes. Ah oui, donc ça serait carrément aussi carrément un médiateur utilisable en thérapie, quoi. Est-ce que toi, par exemple, tu l'utiliserais avec des personnes concernées que tu accompagnes ou est-ce que tu l'as déjà conseillé? Alors, pour le coup, j'utilise peu les jeux vidéo en médiation. Et comme je suis en libéral, j'ai très peu de personnes qui sont officiellement, entre guillemets, diagnostiquées et qui ont des symptômes aussi lourds que ceux qu'on peut voir dans le jeu. Après, voilà, je pense que c'est vraiment à double tranchant parce que le jeu est assez confrontant. Donc, on peut le tenter éventuellement en médiation, mais vraiment dans un cadre très, très pensé, très réfléchi, très suivi, je pense. Ok. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que comme ça a été fait avec des personnes vraiment déjà concernées, et puis comme tu disais, un psychiatre dans la boucle, Oui. j'imagine que du coup, ça en fait, comment dire, un moyen peut-être enfin, dédramatiser, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas de déstigmatiser la maladie, parce que du coup, tu dis, euh, peut-être que quelqu'un qui sera en proie avec des symptômes qui sont très compliqués, peut-être à un moment d'un épisode psychotique un peu compliqué, etc., ça peut être, comme tu dis, confrontant pour reprendre ton terme. Mhm. Mais du coup, quid du grand public? Est-ce que, vu que quand on parle de psychose, ça reste peut-être une des maladies, enfin des groupes de maladies les plus stigmatisés par les médias, auprès du grand public, etc., dans certains films, est-ce que tu penses que ça pourrait avoir un intérêt pour quelqu'un qui serait complètement novice de se dire je vais me confronter à ce que c'est un peu vraiment la psychose à travers le jeu? Alors oui et non en fait, parce que D'accord. comme on le disait, c'est un jeu vidéo, donc il faut que ce soit spectaculaire forcément, et tout le jeu est basé sur un gameplay en lien avec des symptômes, donc forcément c'est pas représentatif de la grande majorité des personnes qui pourraient souffrir de psychose. La psychose, c'est dans mon référentiel théorique en tout cas, c'est une structure. Il y a des personnes qui sont inscrites dans cette structure et qui n'ont pas forcément de symptômes visibles. C'est les personnes qui, où à un moment donné, les ressources se sont dépassées, où il y a ce qu'on appelle la décompensation qui là effectivement commence à avoir ce genre de trouble. Donc déjà là, l'héroïne Sénois, elle est dite psychotique, mais elle a décompensé dans le scénario au moment où elle a perdu son compagnon pendant une invasion. Et c'est à ce moment-là. Donc c'est représentatif que des personnes qui ont déjà décompensé et qui ont des symptômes lourds, massifs et visibles parce qu'ils sont visibles dans le jeu. Donc finalement, oui et non, hein. C'est vraiment les cas les plus extrêmes de la même façon que au cinéma, dans les films, on a souvent des cas les plus extrêmes parce qu'il faut que ce soit visible, il faut que ce soit parlant, quoi, hein. Oui, oui, c'est ça, le côté un peu spectaculaire, romancé, forcément, faut envoyer un petit peu le paquet. Dans la réalité, la psychose, c'est bien plus subtil que ça, oui, bien évidemment. Oui, oui, bah, tout à fait. Bah, d'ailleurs, c'est intéressant. Tu parles un petit peu de comment comment la psychose peut se définir. C'est vrai que moi, si j'en dis un petit peu quelque chose aussi, donc ça reste Mhm. un groupe de maladies. Donc le grand représentant, pour en parler un petit peu, ça va être la schizophrénie.
Mhm. où du coup on va retrouver des symptômes, comme tu dis, qui sont représentés, hallucinations auditives, visuelles, etc. Mais si, comme tu dis, l'accent dans le jeu il est vraiment mis là-dessus, c'est pas que ça quand on parle de psychose qui existe comme symptôme. J'essaie de mettre les mots dans l'ordre, je parle pas très bien français à cette heure-ci. Euh, on va y arriver. La journée de boulot a été longue. Et du coup, on va retrouver aussi en général chez les personnes concernées tout ce qui est des idées délirantes, de la désorganisation du discours, de la pensée, du langage, et aussi pas mal de symptômes un peu plus en retrait, qu'on appelle les symptômes négatifs, où on va retrouver un émoussement un peu des affects, des émotions qui sont moins ressenties, moins montrées sur le visage. Tout ce qui est aussi une perte de motivation, une perte d'énergie vitale, une grosse fatigue. Enfin bref, il y a pas mal de choses qu'on retrouve. Et là, du coup, de ce que je comprends, c'est plutôt centré sur ce qui est visible, quoi. Donc, effectivement, les symptômes type hallucination qui sont à la fois présents chez la plupart des personnes concernées, mais en même temps, souvent à la base de la caricature. C'est peut-être ça qui fait que ça rend le truc plus spectaculaire que si tu mets quelqu'un qui a une baisse de motivation, forcément. Alors c'est intéressant hein, parce qu'on peut penser la psychose selon le référentiel que toi tu as cité, ou moi je le pense plutôt en termes de structure, mais c'est intéressant parce que les symptômes qu'on pourrait citer sont, on est globalement d'accord, hein, c'est globalement la même Tout à fait. chose. Et là le gameplay dans Hellblade, la première chose qu'on voit, qu'on entend pour être plus précis, c'est les hallucinations auditives en fait. Donc on est accompagné en permanence pendant tout le jeu par au moins deux voix qui parlent à chacune de nos oreilles, gauche et droite. C'est pour ça que le jeu il est conseillé de le faire même quand il n'est pas en VR avec un casque qui fait la différence, un casque 3D. Parce que justement on a ces voix qui parlent en permanence en fait, et qui sont soit dans l'encouragement, soit dans la critique, qui parfois se contredisent entre elles. Et c'est vraiment, ça accompagne toute la progression de ces noix. En plus éventuellement d'autres voix supplémentaires dont on parlera tout à l'heure. Donc du coup, j'ai joué le jeu au sens propre du terme. En plus de mon casque de VR, j'ai remis des écouteurs par-dessus pour vraiment avoir un son le plus pur possible. J'ai enlevé les sous-titres pour pouvoir vraiment être immergé. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est, alors peut-être parce que j'avais déjà fait le jeu une première fois, hein, c'est que les voix, je m'y suis habitué très rapidement. Et finalement, j'ai pris ces accompagnements comme un accompagnement. Elles étaient avec moi dans l'aventure, et puis elles étaient avec moi, et puis voilà quoi. Donc c'est assez intéressant que je m'y suis habitué très rapidement finalement. L'autre point dans Hellblade, alors on a les hallucinations auditives, mais on a énormément d'hallucinations visuelles. Alors on a des très subtiles en fait, parfois quand on se promène, on voit des yeux discrètement dans certains éléments du décor que j'avais déjà vu sur un écran plat, et là effectivement que j'ai vécu peut-être de manière plus présente et surprenante en étant intégré en VR dans le jeu. Et on a énormément de surinterprétation d'éléments. Donc ça, ce qui est le cœur du gameplay, c'est-à-dire que pour débloquer certains passages, il y a des figures géométriques, et en fait, on doit se positionner dans l'espace, alors soit avec la manette, ou soit moi littéralement avec ce que je voyais en VR, pour que l'agencement en perspective de certains éléments du décor qui n'ont strictement rien à voir, hein, des bouts de bois, des cailloux, ce genre de choses, donne l'élément que ces noix surinterprètent comme étant quelque chose de significatif, et qui du coup ouvre la porte et permet de continuer le jeu. Et là, ce sentiment justement de surinterprétation de détails, là on est sur une schizophrénie, si on devait définir sa psychose, qui serait plus sur le versant paranoïde, c'est-à-dire justement le fait de surinterpréter certains éléments. Encore une fois, très très grossièrement et très caricaturalement. Ah mais c'est intéressant parce que du coup ça illustre aussi d'autres formes de symptômes par le biais de ce truc un peu déformation de l'environnement, de la perception. Tu vas avoir l'aspect surinterprétation, tout ça comme tu dis, qui fait que on représente aussi cet aspect-là, un peu comme tu dis, schizophrénie paranoïde, où on a peut-être sentiment de persécution. Je sais pas si c'est le bon terme par rapport à ce que tu dis, qui serait un peu décrit dans le Alors jeu. littéralement oui, elle se sent persécutée par énormément de choses, notamment des voix qu'elle entend, etc. etc. Donc il y a cette idée-là, oui, bien évidemment. D'accord. Et tu parlais aussi d'immersion. Tu disais du coup, tu as enlevé les sous-titres, tu as mis les écouteurs, etc. Moi, de ce que j'avais lu aussi, t'as pas l'interface habituelle de point de vie, tout ça. Est-ce que j'ai les bonnes Ah oui, non, infos? non,
le jeu est vide, effectivement, de ce point de vue-là. Et quand Senua est blessée, on voit qu'elle commence à chanceler, on voit la lumière qui change un peu, mais on n'a quasiment aucune info, hein, effectivement. C'est très épuré de ce point de vue-là. Donc c'est ça qui est intéressant. La seule chose qui m'a un peu surpris, alors c'est intéressant, on voit que le jeu a été développé pour ne pas être en VR et que le mode VR a été fait avec, en fait, mais pas expressément pour. Je m'attendais à rentrer dans le jeu en VR quand j'y ai joué en étant à l'intérieur de Senua, dans ses yeux, en fait, quoi, et à avoir éventuellement des mouvements physiques avec les manettes pour pouvoir se battre. En fait, on est vraiment sur une vue en VR, mais avec le même jeu. C'est-à-dire que du coup, on est à côté de Senua et on joue littéralement avec la manette comme on jouerait avec l'autre manette habituelle en fait. Donc vraiment, on a des sticks, on a des boutons, mais on fait pas de mouvement pour les coups d'épée ou pour ce genre de choses. Donc là, l'immersion est un peu elle n'est pas très développée de ce point de vue-là. Je joue en ce moment à la version, par exemple, de Half-Life 2, mais en VR, où ils ont tout reprogrammé le jeu pour vraiment pouvoir avoir, tu recharges tes armes à la main, tu mets des coups de baramine à la main. Ils ont vraiment adapté le jeu pour que ce soit pas juste le même jeu en VR avec une manette. Là, dans Hellblade, ça va pas aussi loin que ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on n'est pas l'héroïne, on est avec l'héroïne, et c'est intéressant parce que dans tous les personnages qu'elle entend ou qu'elle entend souvent, donc elle entend les deux voix dans sa tête, elle a parfois l'image de sa mère, elle a une image elle entend une voix très agressive et on comprend que c'est plus ou moins le défunt père. Et en fait, on est un personnage de plus dans son délire, et parfois elle s'adresse directement à nous, et ça c'est très immersif effectivement, malgré le gameplay qui n'est pas adapté. Ah oui, mais du coup, ils ont bien jonglé parce que justement, ce que j'allais Ouais. dire pour rebondir sur ce que tu disais, c'était, bah, du coup, ils ont un peu été légers sur le côté immersion. Si juste t'es avec la manette, mais t'as un gameplay qui est pas dans le Mhm. regard du personnage. Mais effectivement, si t'es une voix de plus, là, ouais, là, ça m'intrigue. Ça me donne envie de le tester en tout cas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que forcément, ce qu'ils ne pouvaient pas faire, c'est que dans le jeu original, il y avait des cutscenes. Et dans les cutscenes, ces scènes cinématiques, en fait, là, on sort du mode VR et ils nous mettent comme si on regardait un écran plat dans un cinéma, en fait, pour justement qu'on voit la scène à ce moment-là. Et c'est intéressant parce qu'on entend parfois une voix très grave, exagérément grave qu'elle entend dans sa tête, très culpabilisatrice, persécutrice de ce point de vue-là. Alors on se rend compte à un moment donné dans le jeu, avec le subterfuge qu'on voit dans tous les films et dans tous les jeux, du miroir en fait, où en fait Senua se regarde dans le miroir et on voit que c'est elle qui fait l'autre voix aussi. Alors en vrai, les personnes qui souffrent de ce genre de troubles ne font pas la voix, ils l'entendent vraiment. Mais en fait, cette image, cette métaphore classique au possible du miroir nous fait voir qu'effectivement, ça vient d'elle. Sauf que parfois, l'héroïne se retourne vers nous et en fait, on voit que la voix vient de nous et elle nous regarde, nous, droit dans les yeux. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment glacé, c'est que l'héroïne, à certains moments, me fixait droit dans les yeux avec un regard très particulier. Et en fait, quand je bougeais ma tête ou que je me déplaçais, elle me suivait du regard avec un regard fixe, quasiment sans cligner des yeux. Et là, vraiment, je l'avais déjà vu à plat, mais être dedans et face à elle en très gros plan, c'était vraiment déroutant, voire presque dérangeant. Ce qu'on disait donc au début, qu'effectivement, c'est pas un jeu qu'on peut conseiller à tout le monde parce que ça peut être percutant, quoi. Hein. Ah, écoute, rien que ce que tu es en train de dire et de décrire, ça me met les frissons. Donc, j'imagine pas si tu es vraiment dans la scène. Et c'est le moment pour nous de faire une petite pause musicale avec la BO du jeu Hellblade, bien évidemment. On s'écoute River of Knives et on se retrouve juste après.
Mais du coup, au niveau des voix, tu disais, c'est parce que le cliché habituel, ça serait, alors je dis pas que c'est dans le jeu, mais le cliché qu'on entend, c'est des voix qui seraient à la fois très insultantes et qui diraient d'aller faire du mal aux autres, etc. Je prends la caricature extrême du truc. Et du coup, dans le jeu, on est beaucoup plus subtil que ça, quand même, c'est ça? Alors, les voix qu'elle entend, donc les fameuses furies, c'est soit, en fait, elles se parlent entre elles, non, mais elle va pas y arriver, elle est nulle, elle est mauvaise, et en même temps, fais attention, derrière toi, il y a quelqu'un. Donc, d'un côté, elles sont assez critiques, et d'un autre côté, elles sont aussi soutenantes, ce qui décrit bien son ambivalence envers elle-même, pour le coup. Il y a une voix très négative, voilà, qui dit pas forcément non d'aller tuer ou ce genre de choses, mais qui va être vraiment, qui va la rabaisser. On a une voix qui est censée être la narratrice, mais on ne sait pas si la narratrice c'est elle, si c'est sa mère, si c'est quelqu'un d'autre. Au final, j'ai pas réussi à, enfin, je suis passé par des pistes des idées différentes, qui là est plutôt neutre. Donc non, non, on a vraiment quelque chose de très variable et pas du tout dans le cliché de va tuer des gens comme on peut l'imaginer, qui est complètement effectivement caricatural. Ah bah c'est justement c'est top, c'est ce qui me paraît être. On voit la patte de. Il y a des personnes concernées qui ont été associées au projet Mhm. finalement. Oui, complètement, oui. Alors, de ce qu'on voit dans le making-of, ils ont été aussi associés sur des détails visuels, par exemple. Il y a un patient qui dit dans le making-of qu'il voit, en tout cas, il a eu vu au moins une fois des images de corps, donc de cadavres pendus. Et en fait, ça a été ça a été intégré à un moment donné dans le jeu. Il y a une zone où on navigue entre des corps pendus, alors qui n'a aucun intérêt en termes de gameplay, mais par contre, en termes d'ambiance, c'est vraiment lourd. Et quand on est immergé en VR, d'autant plus. Il y a un autre patient qui disait qu'à un moment donné, sans raison apparente, il avait quasiment perdu la vue et que ça s'était redébloqué un peu plus tard. Et il y a une scène où Senua est quasiment dans le noir, on ne voit quasiment rien dans le jeu à part vraiment un fond de lumière flou. Alors, ça m'avait déjà fait très peur sur le jeu de base, mais alors en VR, j'étais plus que terrorisé. Et là, avec des espèces de trucs un peu flous, un peu pas bien définis, mais qui ont l'air vraiment bien dégueulasses, des monstres de je ne sais quoi, qui t'attrapent si jamais tu te déplaces pas comme il faut. Oui, là, moi qui n'ai pas l'habitude des jeux qui font peur, j'étais vraiment pas à l'aise dans ce moment-là. Donc là, ils ont pris finalement des éléments très ponctuels des patients et ils l'ont exacerbé pour en faire des éléments de gameplay très bien fait en termes de gameplay hein, pour le coup. D'accord. Ah, mais c'est super intéressant. Je pense qu'il va falloir que je m'y mette hein, quand même. Euh, il va falloir. J'attends une petite promo peut-être sur la Switch. Mais à mon avis, ça sera peut-être pas la même. Quoique, c'est la Switch 2, donc les graphismes sont un peu plus quali. Euh, Alors je sais pas, ce qu'il faut savoir c'est que le mode VR était fourni avec le jeu quand je l'ai acheté sur Steam en fait. Par contre les autres versions je sais pas ce qu'il en est. D'accord, mais en fait sur Steam je peux pas l'avoir parce qu'il fonctionne que sous Windows et je suis sur Mac, donc D'accord, ok. les points négatifs à la chose. Mais du coup, ce que tu disais par rapport aux patients qui expliquent un peu leur vécu, etc., c'est dans le making of, hein, c'est Oui, ça? il y a le petit documentaire qui est dans le jeu et il doit peut-être être possible de le trouver sur YouTube. Mais en tout cas, effectivement, il est dans le jeu. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, voilà, pour revenir sur justement la notion de VR, là, je l'ai décrit vraiment dans des expériences qui m'ont vraiment immergé et que j'ai trouvé percutantes. Après, je suis habitué à jouer en VR pour le coup. Là, il n'y a aucun réglage de confort, hein. C'est-à-dire que du coup, on avance avec le stick, il n'y a pas de petite téléportation, il n'y a pas de réduction du champ de vision. Si vous êtes sujet à la motion sickness, la cinétose, vous pouvez pas jouer au jeu, clairement. Il faut vraiment être habitué à se déplacer en VR et être à l'aise avec ça. Donc ça, c'est quelque chose qui peut clairement freiner l'immersion si jamais on n'a pas l'habitude et qu'on a envie de s'y essayer en VR. Je dirais dans ce cas-là, entraînez-vous à faire de la VR sur autre chose avant ou alors plutôt jouer au jeu en mode classique et pas en VR. Ok, oui, effectivement, c'est vrai que tu parlais de cyber sickness pour préciser, du coup, c'est des personnes qui vont sentir mal au crâne, les nausées, tout ça avec la réalité virtuelle. Je sais C'est pas ça. c'est quoi la proportion de personnes qui sont concernées, mais c'est pas si rare que ça, je crois. Alors, c'est très fréquent au début, et en fait, alors je me base que sur mon expérience personnelle et sur ce que quelques personnes m'ont raconté. En fait, ça s'entraîne finalement, quoi. C'est ce mal de mer, on finit par s'y habituer en allant progressivement justement avec des jeux différents et des réglages différents. Là, pour le coup, celui-là, c'est les derniers, hein, pour le coup. C'est ça, tous les modes de FPS ou ce genre de choses, il faut avoir l'estomac bien accroché, hein, pour le coup.
On n'a pas parlé de l'histoire en elle-même, hein, pour le On coup. n'a pas parlé de l'histoire en elle-même, c'est bien Mathieu, fais tes notes correctement. Eh ben, je te laisse peut-être présenter effectivement l'histoire. T'as dit très rapidement à un moment que sa décompensation arrivait à un moment où il y avait le décès de son compagnon, je crois. Mais du coup, effectivement, on n'a pas été plus loin sur l'histoire, donc vas-y. C'est ça. Alors à la base, on incarne Senua, c'est une jeune Picte, donc c'est le peuple écossais. Et donc le peuple vient d'essuyer une cuisante défaite contre l'envahisseur viking. Et donc en fait, elle a perdu son compagnon pendant l'invasion. Et c'est assez intéressant parce que le moment où elle se retrouve devant son corps bien mutilé et que là, elle décompense ce qu'on imagine être sa première décompensation à ce moment-là, là, on est vraiment devant elle, encore une fois, et on la voit vraiment qui est en train de perdre pied à ce moment-là et qui commence à entendre des choses. Donc encore une fois, assez caricatural, mais assez intéressant à vivre. Et donc, ce qui se passe en fait, bah, c'est qu'elle prend littéralement la tête découpée de son défunt. Et en fait, son idée, c'est d'aller au royaume, ce qui doit être l'équivalent de des enfers ou du paradis ou je ne sais quoi, pour aller réclamer l'âme de son défunt à la déesse de la mort, l'équivalent de Hadès, je présume. Donc là, on est vraiment dans une espèce d'adaptation libre du mythe d'Orphée, mais transposée dans un monde de légendes nordiques qui sont d'ailleurs brillamment racontées au fur et à mesure de l'aventure. Donc c'est assez intéressant d'un point de vue culturel. Ouais, donc même quelqu'un qui est intéressé par l'aspect mythologie, etc., peut y trouver son compte au-delà du personnage. Oui, complètement. C'était assez intéressant et riche pour ça. Après, moi, j'ai une version où ça parlait que en anglais. Je sais pas s'il y a une version qui a été traduite, mais il y a des sous-titres dans le pire des cas, hein, donc. Euh, L'autre point dont on n'avait pas parlé, on avait parlé donc des hallucinations auditives, de la surinterprétation et des hallucinations visuelles. Alors, une petite anecdote que j'avais citée et qui est assez intéressante, c'est qu'à un moment donné, il y a une scène où il y a un incendie dans un village et en fait, je contournais les éléments en flammes et en fait, à chaque fois, ces noix tombaient par terre et arrêtaient et je perdais. Et en fait, j'ai pas compris pourquoi, en fait, en faisant tous les détours, en évitant précautionneusement ce feu, j'arrivais pas, en fait. Et à un moment donné, j'ai eu un petit déclic, j'ai eu une idée, et en fait, j'ai foncé droit devant, et c'est passé. Parce qu'en fait, bah, il n'y avait pas de feu. Et en fait, je me suis fait avoir exactement pareil qu'elle. J'ai vu la même chose que ce qu'elle voyait, alors qu'en réalité, c'était pas réel. Et quand j'ai compris que c'était pas réel, j'ai réussi à passer la zone. Et je trouvais ça vraiment très percutant par l'exemple, par le gameplay, de pouvoir te dire, je vois quelque chose qui n'existe pas et qui m'induit en erreur. Ah oui, là, du coup, ça te fait vraiment choper Ouais. l'expérience de la psychose, quoi. L'autre point qui est un peu plus mineur dans le jeu, c'est les hallucinations kinesthésiques en fait, c'est-à-dire physiques. Et en fait, Senua est envahie. Alors là, on voit vraiment tout ce qui est rapport, la porosité intérieure, extérieure, la porosité des limites. En fait, elle est envahie dans son corps, à commencer par le bras, par une espèce de chose noire, on dirait de l'encre, je ne sais pas bien ce que c'est. En fait, comme si c'était une espèce de pourriture progressive qui avançait au fur et à mesure du jeu. Et en fait, elle hallucine justement que son corps est en train de noircir au fur et à mesure. Ça n'a pas une importance dans le gameplay, mais en tout cas, c'était intéressant que ça soit positionné là-dessus, même si, encore une fois, c'est rendu très visuel pour les besoins du jeu. Oui, bien sûr, mais ça reste, ça reste des symptômes qu'on entend de la part de personnes concernées Mhm. aussi. Pour faire un peu, comment dire, vu qu'on parle quand même de psychose en toile de fond, de tout ce qui est autour de tout ça, j'aimerais quand même faire un petit focus aussi sur un aspect un peu prévention de la psychose, justement, tu disais. Voilà, là, par exemple, dans le jeu, on est sur sa première, enfin, potentiellement, probablement sa première décompensation. C'est ça. Et on a aussi dit plusieurs fois, tu soulignais que c'était dans la vraie vie plus subtil que ce qu'on peut voir, effectivement. Mais du coup, ce que ça permet de dire à ce moment-là de cette émission, c'est aussi que quand on parle de psychose, on peut en fait intervenir très précocement parce que de plus en plus on est capable de déceler euh, avant un épisode psychotique un peu enflammé, un peu où on va retrouver des explosions de symptômes, on peut déjà en amont déceler des petites choses. Ça va être des petites bizarreries dans les perceptions, des déformations d'objets. Au niveau cognitif aussi, on aura peut-être une petite baisse un peu du fonctionnement. On va retrouver, on parle
on parle d'ado et de jeune adulte, donc des moments de la vie aussi où on est en pleine construction, c'est des choses qui viennent se rajouter sur ce qu'on est déjà en train de vivre qui n'est pas toujours simple. Et du coup, il faut savoir, hein, si vous nous écoutez et que vous n'avez pas encore cette info, que on peut agir aussi très en amont pour éviter cette flambée de symptômes-là, ou en tout cas au moins pour l'accompagner différemment. Et voilà, je trouvais intéressant de peut-être le placer à ce moment-là. Dans tous les cas de figure, quand on commence à avoir justement un tout petit peu ce genre de piste où qu'on se questionne, il faut surtout jamais hésiter à consulter un professionnel de santé mentale justement pour faire un peu le point et voir ce qu'il en est, bien évidemment. Tu as raison de le préciser. Enfin, complètement, et puis dépendamment des régions dans lesquelles vous vous situez, il y a des centres des fois spécialisés pour l'intervention précoce. Alors j'en parle parce que sur Nancy où je suis, il y a un centre depuis une dizaine d'années qui est spécialisé vraiment là-dedans, mais je sais que ça fleurit un petit peu partout, ça existe depuis un moment outre-Atlantique et puis dans d'autres pays francophones et dans d'autres endroits en France. Donc si jamais effectivement vous êtes concerné, vous avez quelqu'un qui est concerné et vous cherchez un petit peu de l'aide, c'est important de préciser que l'aide peut être trouvée, et c'est vrai que je pense que dans l'émission qu'on est en train de faire, c'est important de le rappeler comme tu le fais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on parle de Hellblade, donc le premier, hein, depuis tout à l'heure, et donc de sa version VR, qui sont sortis en 2017, encore une fois de tête. Il y a Hellblade 2 qui est sorti il y a peu de temps, donc et qui est passé sous l'Unreal Engine 5, donc un des moteurs vraiment magnifiques. Et là, on se retrouve dans l'univers de Senua. C'est vraiment, notamment les décors sont vraiment criants de réalisme. Je trouvais ça intéressant. On apprend qu'en fait, Senua, des années après, elle a compris justement des choses sur ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et elle fait avec, notamment, elle fait avec ses voix. Et c'est intéressant de voir justement qu'il y a un après. Elle n'est pas vraiment stabilisée, mais un peu plus. Et elle s'est familiarisée avec justement ce qu'elle entend et ce qu'elle voit. Donc l'histoire évolue dans ce sens-là. Par contre, le 2 est plutôt décevant en termes de gameplay, hein. C'est vraiment beaucoup plus couloir. On avance, on se bat, on avance, on se bat, avec quelques petites énigmes, encore une fois, dans la structure des niveaux, mais beaucoup moins poussé que le premier opus. Et le 2, à ma connaissance, n'est pas disponible en VR, alors que le premier proposait cette expérience. Mais en tout cas, quand on a fait le 1, bien évidemment, par curiosité, allez faire le 2, ça c'est sûr, oui. Ouais, bah c'est vrai que j'avais entendu parler de la sortie du 2, mais sans m'y intéresser plus que ça. Et du coup, dans ce que tu dis, je trouve ça super intéressant parce que, d'autant plus le fait que ça sorte un peu des années après, puisque ce travail-là peut prendre du temps, hein, Oui. aussi dans la vraie vie, Mhm. où du coup, c'est ce qu'on appelle le parcours de rétablissement dans le type de service dans lequel je travaille, en réhabilitation psychosociale, et où du coup, il y a tu le dis très justement, ce côté vivre avec, acceptation, C'est il ça. peut y avoir des rechutes, des moments de moins bien, mais il y a un chemin qui se fait. Et il y a même, par ailleurs, alors ça, pareil, je pense que ça existe peut-être un peu partout, je ne veux pas dire de bêtises, mais des réseaux d'entendeurs de voix, des personnes qui vraiment se saisissent de ça Mhm. en faisant quelque chose de tout à fait normal avec lesquels on peut tout à fait vivre. Si c'est quelque chose que vous traversez, je vous invite à vous renseigner là-dessus aussi, mais effectivement, il y a tout à fait un espoir de parvenir à surmonter ça et à accepter que dans son identité, dans son parcours de vie, plutôt dans son vécu, il y ait cette maladie qui s'inscrive et avec laquelle on peut tout à fait s'accommoder avec le suivi adéquat et les ressources nécessaires. Oui, parce qu'il y a des personnes qui présentent des symptômes qui ont l'air de prime abord assez envahissants et lourds et qui arrivent à faire avec et finalement à avoir une existence avec un emploi, une famille, des amis, une vie sociale, comme n'importe quelle autre personne, hein. Donc bien évidemment, c'est tout à fait possible d'aller vers ça. Tout à fait. Une petite note d'espoir. Hmm. Est-ce que tu as encore des choses à proposer? Non, je crois que j'ai fait le tour sur Hellblade 2. Alors, j'en avais fait une vidéo avec notre ami Kouryu, qu'on salue, le youtubeur spécialisé dans le RPG. Et donc, on avait fait une vidéo tous les deux sur ce sujet que je vous encourage à aller regarder pour voir, pour le coup, des extraits de gameplay, des extraits et l'interprétation, l'analyse qu'on en avait fait un peu en direct. Sinon, sur Hellblade 1 et 2, je crois qu'on a dit pas mal de choses, hein. Si toi, tu veux peut-être rajouter quelque chose ou conclure. Eh ben écoute, on a fait un bon petit tour des différents points que je m'étais notés.
Et Oui, du coup, pour préciser aux personnes qui nous écoutent, je pense qu'on peut mettre le lien hein, de la vidéo dont tu parlais en description, comme ça si les gens sont intéressés pour aller checker cette vidéo que tu as pu faire sur le gameplay du 2. bien volontiers. Je te remercie. Eh ben avec grand plaisir, on mettra ça, on vous mettra le lien du making of qui est aussi sur YouTube, je l'avais trouvé. Ah, super. Bon, donc voilà, il y aura tout ce qu'il faut. Et puis bah, nous on a fait un bon petit tour, on va peut-être s'arrêter là si c'est ok. Bah, c'est parfait pour moi. Eh ben super, eh ben, je te remercie d'avoir pris ce temps d'échange avec nos états de fatigue mutuels et nos agendas chargés. En tout cas c'est chouette, on aura peut-être l'occasion d'en faire d'autres sur d'autres jeux, je pense, à l'avenir, on est souvent en contact. Bien volontiers. Eh ben avec grand plaisir, je te remercie encore. Et puis, quant à nous, chers auditeurs, chères auditrices, on se retrouve tous les 5 du mois, comme d'habitude, pour des épisodes de Des fois jeux vidéo. À la prochaine! Au revoir. C'est tellement beau.